Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de CDDM. Si je vous montre ce drapeau, vous pensez à quoi? Alors vous pensez peut-être à Maurice Thorez, aux anciennes républiques socialistes soviétiques et au cœur de l'armée rouge. Mais figurez-vous que c'est le drapeau d'un pays qui existe encore aujourd'hui, la République moldave du Dniestre. Ce pays, qu'on appelle couramment Transnistrie, est situé juste ici, entre le fleuve Dniestre et la frontière ukrainienne. Il compte environ un demi-million d'habitants pour une surface de 4116 km². Tant en population qu'en superficie, ça fait à peu près les Pyrénées-Orientales. Mais en plus long et sans Jean Castex. Jean Castex! La particularité de la Transnistrie, c'est que c'est un État qui n'est reconnu par aucun pays, alors qu'il a son propre parlement et sa propre monnaie. Regardez, on vous a ramené une pièce. Elles sont bizarres, hein, c'est des pièces en plastique. Pog, le jeu. Entraîne-toi, collectionne-les tous. Pourquoi pas. Mais la Transnistrie, pour le monde entier, c'est juste une région de Moldavie. Pour comprendre un peu mieux pourquoi ce territoire existe, il faut remonter à l'époque des francs français et du tabagisme passif, les années 90. C'est au début des années 90 que le territoire déclare son indépendance vis-à-vis de la Moldavie. La raison principale, c'est la langue. En Transnistrie, tout le monde parle russe, alors que le reste de la Moldavie est plutôt moldavophone. Ils parlent roumain. Et à l'époque, la jeune République moldave veut imposer cette langue dans tout le pays. Ça ne plaît pas du tout aux russophones et ils décident de réclamer leur indépendance en faisant sécession. Ces tensions vont finir par se transformer en véritable guerre civile. La guerre, qui avait opposé les séparatistes de Transnistrie à l'armée moldave en 1991-92, s'était terminée par un accord entre Moscou et Chisinau, au terme duquel la Moldavie accepta d'accorder une large autonomie à la région sécessionniste et de renoncer à tout rapprochement avec la Roumanie en échange de la neutralité de la Russie. Oui, parce que pendant la guerre civile, la Russie avait soutenu la Transnistrie, en expliquant qu'il s'agissait de défendre la minorité russe qui habitait là-bas. C'est à peu près le même argument qui sera utilisé pour justifier l'invasion de l'Ossétie du Sud en Géorgie en 2008, ou pour justifier l'annexion de la Crimée en 2014, ou pour justifier l'invasion de l'Ukraine en 2022. Non, mais ils vont finir par arrêter, hein. Non. Macron est bien sûr un crétin phénoménal. Il a complètement perdu la tête. Tu veux t'en prendre à la Russie? Alors choisis une ville française que tu veux rayer de la carte. Toi, salaud de nazi, héritier de Pétain, tu penses que tu peux frapper la Russie impunément? Dans ce cas, tu n'as rien compris à notre pays. La Transnistrie est encore aujourd'hui largement soutenue par la Russie, qui la fournit gratuitement en gaz et qui y stationne entre 1500 et 3200 soldats, selon comment on les compte. Désolé, hein, mais c'est une fourchette assez large. Si quelqu'un veut aller en Transnistrie pour compter les soldats russes, allez-y et après mettez la réponse en commentaire. Non, n'y allez pas s'il vous plaît. Le pays, c'est un régime autoritaire sous l'influence de Viktor Gouchan. C'est un oligarque passé par le KGB qui posséderait 60% de l'économie transnistrienne. Il possède aussi le club de foot du pays, le Sheriff Tiraspol, qui a joué en Ligue Europa et en Ligue des Champions quand même. Pourquoi pas là pour le Sheriff Tiraspol? Évidemment, le Real est en train de perdre 2-1 face aux Moldaves. Jusqu'à récemment, la Transnistrie s'était vue chez nous comme un truc un peu bizarre, un peu rigolo, qui permet de faire des reportages un peu dangereux. Alors à quoi ressemble cette région, avec son nom façon bande dessinée? Avec une petite caméra, un appareil photo et nos téléphones portables, nous nous lançons, aidés par un contact, vers une aventure qui débute comme un film d'espionnage. Mais un événement est venu remettre cette région au centre de l'attention, et non, je ne parle pas de la foire au vin de Colmar, mais bien de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Si la Transnistrie est tournée vers la Russie, la Moldavie, reconnue internationalement, est un pays avec des élections libres qui alternent depuis 1990 entre des dirigeants favorables aux intérêts russes et des partisans du rapprochement avec l'Union européenne. Aujourd'hui, la dirigeante, c'est Maia Sandu, qui est donc une pro-européenne libérale, qui est passée par Harvard et par la Banque mondiale à Washington. Donc, vous vous doutez bien qu'avec le mec du KGB de l'autre côté du Dniestre, les relations sont pas au beau fixe. En tout cas, on peut dire que le soviet éponge. C'est un peu une mini-guerre froide. Une mini-guerre froide qui s'est réchauffée depuis le 24 février 2022. Une mini-guerre tiède, donc. La déclaration d'un général russe a ravivé les tensions dans la région. Ce haut gradé a clairement affiché les ambitions de Moscou. Conquérir tout le sud de l'Ukraine pour permettre à l'armée russe de faire la jonction avec la Transnistrie. À la suite de cette déclaration qui date de quelques mois seulement après l'invasion de l'Ukraine,
plusieurs attaques vont avoir lieu en Transnistrie. Elles vont notamment viser des antennes radio qui relaient les fréquences russes et des bâtiments officiels. Notre enquête révèle l'existence de tensions entre diverses forces dans la zone désireuses de déstabiliser la région. Cela rend la Transnistrie vulnérable et crée des tensions pour la République de Moldavie. Le régime séparatiste pro-russe de Tiraspol accuse l'Ukraine, mais Kiev dit qu'il s'agit d'actions de déstabilisation ourdies sous fausse bannière par les services russes. À Chisinau, on s'inquiète de ces intentions d'escalade. On ne sait toujours pas qui est responsable de ces attaques et il n'y a pas eu de nouveaux incidents de ce type depuis. En tout cas, pas à ma connaissance. En revanche, ce qui est certain, c'est que l'invasion russe de l'Ukraine est en train de pousser la Moldavie dans les bras du bloc occidental. Il s'est passé à peu près la même chose récemment avec 2 pays qui ont abandonné leur neutralité pour rejoindre l'OTAN. Des semaines de pourparlers et un tournant historique. Réunis en sommet pour la première fois depuis l'invasion russe en Ukraine, les pays de l'OTAN ouvrent la voie à l'adhésion de la Finlande et la Suède. Sauf que la Suède et la Finlande, elles n'ont pas un territoire autonome pro-russe sur leur sol. Forcément, le rapprochement avec l'Occident, il est plus difficile pour la Moldavie. Et ça a poussé la présidente moldave à faire des choses terribles. Montrer l'image, voilà Maia Sandu, présidente de la Moldavie, qui rencontre donc Emmanuel Macron. Faire la bise à Macron, je souhaite ça à personne. Mais cette tournée diplomatique a fini par payer puisqu'une étape importante a été franchie en juin 2022. Le Conseil européen a décidé d'accorder le statut de pays candidat à l'Ukraine et à la République de Moldavie. Pour le moment, c'est un rapprochement politique avec l'UE et pas avec l'OTAN. Il faut dire que la Moldavie, c'est un pays neutre et c'est même inscrit dans sa constitution. Et comme l'a expliqué Maia Sandu lors d'une interview à la télé moldave relayée par l'agence de presse turque Anadolu, si on regarde les sondages d'opinion aujourd'hui, on verra qu'il n'y a pas de soutien important à l'idée d'abandonner la neutralité. On peut discuter des raisons de cette perception. On se base sur ce que les citoyens veulent et ce que les citoyens pensent, même si parfois cette décision est influencée par la désinformation et la propagande. Sandu a ensuite ajouté que les Moldaves doivent montrer le désir de rejoindre l'OTAN pour qu'une adhésion soit possible, car il faudrait changer la constitution, ce qui requiert l'approbation de la majorité de la population. Oui, c'est une déclaration traduite en anglais depuis le Moldave par une agence de presse turque que j'ai retraduite en français. Bon, on fait ce qu'on peut, hein. Retenez juste que l'opinion publique moldave semble plus favorable à l'Union européenne qu'à l'OTAN. Après, pas pouvoir adhérer à l'OTAN, ça n'a pas empêché la Moldavie de nouer des relations avec l'organisation et de conclure des accords de défense avec certains de ses membres, notamment notre beau pays. Et ça implique de re-rencontrer Macron. Des images qui font froid dans le dos. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui à Paris, Madame la Présidente, une fois encore. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans cet accord ? Eh bien, selon Macron, l'accord signé dans la foulée par le ministre de la Défense des 2 États prévoit en particulier l'ouverture dans les prochains mois d'une mission de défense permanente à Chisinau, a-t-il dit, en précisant qu'il ne s'agit là que d'une première étape. Dans le domaine économique, les 2 pays ont également paraphé une feuille de route bilatérale identifiant des projets d'avenir à développer ensemble. Si je vous parle de ça, c'est parce que ça n'est pas anodin que cet accord soit annoncé maintenant. En fait, il fait suite à une annonce des membres du congrès de Transnistrie à Tiraspol. Les députés pro-russes réunis au congrès demandaient au Conseil de la Fédération et au Parlement russe de les protéger contre ce qu'ils appellent la pression croissante de Chisinau. La Transnistrie accuse même la Moldavie de génocide. Alors, en fait, quand il parle de génocide, il parle d'une nouvelle loi moldave qui impose des droits de douane aux marchandises de Transnistrie importées en Moldavie. Ouais, des taxes et un génocide, c'est vrai que c'est quasiment la même chose, hein. Là, on est à la droite de Nicolas Miguet. Vous connaissez pas Nicolas Miguet, du Rassemblement des contribuables français? Vous savez pas ce que vous ratez, hein. En ayant créé le Rassemblement des contribuables français, j'ai donné des vraies solutions. Alors l'idée, on vous dit, attention, Macron est un président libéral, voire ultralibéral. C'est quoi le libéralisme quand vous avez que 40% du PIB, 43% pour être précis, qui appartiennent au privé? Le reste, c'est la puissance publique qui l'organise, qui le dépense, qui le redistribue. Et certains, ce matin, l'ont dit au profit d'une préférence étrangère. Je crois qu'il faut simplement le dire. Bon, je m'égare. Cet appel du Parlement de Tiraspol qui demande la protection de Moscou, il a fait peur en Moldavie. Ça rappelle forcément l'appel qui avait été lancé par les séparatistes des régions de Donetsk et de Louhansk à la Russie, ce qui avait conduit Poutine à reconnaître leur indépendance pour ensuite justifier l'invasion de l'Ukraine. Bon, alors c'est pas dit que Poutine essaye d'envahir la Moldavie et la Transnistrie, déjà qu'il a du mal avec l'Ukraine. Mais il n'empêche que la Moldavie et sa voisine séparatiste sont devenus des enjeux stratégiques importants pour l'UE, mais aussi pour la Russie, qui cherche à déstabiliser le pays
comme l'expliquait l'année dernière l'envoyé spécial en Moldavie du quotidien italien La Repubblica. En ce moment, les troupes russes sont lointaines, et personne ne craint une invasion militaire, même de la Transnistrie, raconte-t-elle. Mais la guerre du Kremlin est plus subtile. Elle se manifeste par la désinformation, par les contestations pilotées par des oligarques proches de Moscou, par l'opposition anti-occidentale des partis payés par la Russie. Ce que l'on craint, c'est un coup d'État, une sorte d'assaut du Capitole au pied des Carpates. Le dernier exemple de cette politique d'influence, c'est quand Poutine a reçu au Kremlin la gouverneure de Gagaouzie, une région autonome située au sud de la Moldavie, mais qui reconnaît le gouvernement moldave. Ouais, je sais, je vous ai pas parlé de la Gagaouzie, je veux pas complexifier trop la vidéo. Si le sujet vous intéresse, on vous met une émission de France Culture sur le sujet dans la description. Bon alors, que tirer de tout ça ? La Moldavie, c'est aujourd'hui un des points chauds en Europe de l'opposition entre les Russes et ce qu'on appelle un peu grossièrement le bloc occidental. Et en plus, en novembre 2024, ça sera l'élection présidentielle en Moldavie. Et ça va forcément entraîner des tensions supplémentaires. Maia Sandu a déjà annoncé qu'elle se représenterait, et Poutine va probablement essayer d'influencer le scrutin. Il faut dire que c'est une habitude chez lui. Man has very strong control over a country. Now it's a very different system, and I don't happen to like the system, but certainly in that system, he's been a leader far more than our president has been a leader. Marine Le Pen a enfin obtenu la rencontre censée lui octroyer sa stature internationale, et elle a du mal à cacher son émotion. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé cette entrevue. Vous le savez, je plaide depuis longtemps pour que la France et la Russie reprennent des relations. Pour être honnête, on tourne cette émission avant le premier tour de l'élection présidentielle russe, mais je vais partir de l'idée que Poutine sera réélu dès le premier tour. Je pense pas que je prends trop de risques en le disant, et si je me trompe, de toute façon, ce sera coupé au montage. Et à côté de cette démocratie libérale moldave, on a la Transnistrie, avec ses 220 000 ressortissants russes, avec plein de militaires et qui détiendrait un des plus gros stocks de munitions d'Europe. Si ça, c'est pas une poudrière, je sais pas ce que c'est. Reste à espérer que Macron, qui semble vouloir devenir un partenaire privilégié de la Moldavie et le leader du monde libre, ne propose pas d'y envoyer l'armée. On n'est jamais trop prudent. Macron, tu n'es pas un héritier de De Gaulle. Tu ne vaux même pas la moitié de De Gaulle. Tu n'es qu'une vraie merde. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir regardé ce nouveau numéro de CDDM. Si l'actualité nationale, c'est déprimant, l'international sera le genre humain. Et si vous voulez soutenir Blast, que ce soit avec des euros ou avec des roubles transnistriens, n'oubliez pas de faire des dons, soutenir les médias indépendants, c'est important. Abonnez-vous, activez la cloche.